Chers participants, bon après-midi, bon vendredi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Guide du Balance Scorecard. Donc, ce séminaire se tournera autour des niveaux du management, le procès des stratégies, le process de stratégie, pardon, le pilotage stratégique, Balanced Scorecard. Tout cela avec Dr. Asma Bouhalil, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Asma. Dr. Asma, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci Malek pour cette introduction. Donc, bienvenue aux étudiants de Mid-Ocean University. Donc, on est aujourd'hui ensemble pour voir un séminaire qui est autour de Balance Scorecard. Donc, on va voir comment on peut faire et comment on peut concevoir et déployer un Balance Scorecard et son importance dans le domaine de management. Donc, avant de commencer, juste une petite définition générale. À propos le Balanced Scorecard, donc c'est un outil qui est essentiel pour la gestion stratégique des organisations modernes car il offre une approche qui est équilibrée, intégrée pour aligner des activités opérationnelles sur la vision et les objectifs stratégiques. Donc ici, on peut comprendre qu'on a un outil qu'on va utiliser pour réaliser ce qu'on appelle le management stratégique et aussi de passer à partir de management opérationnel vers le management stratégique. Donc, en prenant en compte 4 perspectives clés qui sont les perspectives ou bien les dimensions de Balance Scorecard, donc qui est la dimension financière, dimension client, la dimension processus interne et aussi l'apprentissage et la croissance. Donc, il aide les dirigeants à traduire la stratégie en actions concrètes et mesurables et à surveiller les progrès et à ajuster les stratégies en fonction des résultats obtenus, assurant ainsi une meilleure cohérence et une efficacité accrue dans la réalisation des objectifs à long terme. Donc, juste avant de se plonger dans ce séminaire, l'objectif principal de ce séminaire, c'est de présenter cet outil qui est le Balance Scorecard et on va voir l'utilité de cet outil, comment il peut nous aider d'aller du management stratégique, plutôt du management opérationnel vers le management stratégique. Et c'est pour cela qu'on va présenter sur notre plan une petite introduction, puis on va parler un peu des 2 niveaux de management, opérationnel et stratégique. Après, on va voir c'est quoi le process de management stratégique. On va voir aussi la nécessité d'un pilotage global du système de management. Et à la fin, on va représenter notre outil qui est le Balance Scorecard. Donc, d'une manière générale, le terme stratégie, pour les gens qui n'ont pas des connaissances de base du management, donc on parle parfois du management et on dit parfois management stratégique. Donc, la stratégie, c'est quoi? En termes guerriers, c'est un terme guerrier, c'est l'art de conduire l'armée en vue de la victoire. Donc, notre objectif, c'est la victoire. Ça, c'est en termes guerriers. Mais si on applique ça sur le domaine de l'économie et de la gestion des entreprises, on peut dire que, par analogie, que c'est aussi l'art de réfléchir aux voies et aux moyens qui sont nécessaires pour gagner sur ses concurrents. Donc, la victoire en guerre, c'est la même chose que gagner sur les concurrents sur le marché des entreprises et des sociétés. Donc ici, on peut déduire que la stratégie, elle est obligatoire pour avoir donc un part dans le marché et être parmi les leaders du marché. Donc, et c'est pour cela qu'on va parler d'une notion de management stratégique et du management opérationnel. Donc, en effet, le management, il peut avoir 2 types. Donc, on a le management opérationnel et le management stratégique. En effet, ça tourne autour de 4 notions. C'est en fait concevoir le potentiel ou bien créer le potentiel, intégrer le potentiel et exploiter le potentiel. Donc, à partir de ces 4 notions, on peut définir 2 types de management. Donc, le management opérationnel, c'est le premier niveau. Il s'agit de l'exploitation efficiente des moyens actuels de l'entreprise qui se traduit par des décisions d'exploitation qui relèvent du court terme. Donc, ici, on va parler
des actions que va prendre l'entreprise, mais ces actions-là sont des décisions à court terme. Donc, ce sont en fait le type d'actions que les décideurs dans les entreprises prennent chaque jour. Donc, c'est les actions quotidiennes qu'on va établir sur l'entreprise, donc au sein de l'entreprise. Elle est faite de décisions opérationnelles, répétitives et qui assurent le fonctionnement régulier de la firme. Il s'agit donc de gérer au mieux des ressources préalablement déployées au sein de l'entreprise. Donc en fait, on ne va pas créer du potentiel, mais on va essayer de gérer le potentiel existant dans l'entreprise. Et on peut parler ici, par conséquence, qu'on est en train de faire un pilotage opérationnel, c'est-à-dire qui absorbe l'essentiel du temps des managers et qui est indispensable du déploiement effectif de la stratégie. Donc, en effet, les managers passent la majorité de leur temps en prenant ces décisions quotidiennes, en prenant des décisions d'ordre court terme. Et bien sûr, donc on ne peut pas négliger ça parce que ces différentes décisions sont eux qui sont responsables au déploiement à l'intérieur de l'entreprise. Néanmoins, ici, le risque est grand de croître important, ce qui n'est qu'urgent. Donc, puisqu'on est en train de manipuler des situations d'urgence, on est en train de prendre des décisions court terme pour résoudre des problèmes quotidiens ou bien pour exploiter le potentiel existant, mais on n'est pas en train d'avoir une vision plus large à long terme. Donc, on va manipuler seulement l'urgent, mais ce qui est urgent, en fait, ce n'est pas la seule chose qu'on doit faire au sein de l'entreprise et dans le concept de management. Donc, il faut penser plus loin vers une deuxième notion qui est le management stratégique. Donc, en effet, le management stratégique, il s'instruit dans le long terme ici. On parle des actions à long terme, des visions sur le long terme. Il s'agit d'adapter en fait la firme à son environnement et aux modifications de ce dernier. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du management opérationnel, c'était en manipulant l'existant à l'intérieur ou là au sein de l'entreprise, mais on n'a pas une vision par rapport au milieu extérieur et par rapport à l'environnement et les modifications de l'environnement. Donc ici, pour le management stratégique, on va tenir compte de l'environnement de l'entreprise. Il se concrétise sous forme de décisions stratégiques qui sont peu nombreuses, non répétitives, introduisant des ruptures, des novations dans le fonctionnement de l'entreprise. Exemple, lancement de nouveaux produits, réorganisation de l'entreprise, etc. Donc, si on parle par exemple du management stratégique, on peut citer par exemple que le manager, il a décidé d'introduire un nouveau produit ou bien il a décidé de fermer une partie des points de vente et d'aller, par exemple, il va adopter une vente en ligne ou bien il va abandonner tout un produit et il va remplacer l'activité de l'entreprise par une autre activité. Donc, tout ça, c'est des actions de long terme, ce sont des actions de management stratégique et on parle donc ici d'une analyse préalable pour prendre ces décisions. Par contre, si on dit par les décisions qu'on peut prendre pour le management opérationnel, par exemple, on va décider d'augmenter le nombre de produits qui sont donc fabriqués par jour. Donc ça, c'est des visions, bien des décisions qui sont à court terme pour résoudre un parmi les problèmes quotidiens de l'entreprise. Donc voici ça, c'est la différence entre les deux types de management. Et c'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a des niveaux de décision. Donc on a les décisions stratégiques, ce sont de niveaux plus hauts qui traitent le long terme. Elles correspondent en fait aux décisions engagent le devenir de l'entreprise sur le long terme, sa pérennité et son développement. Même donc l'internationalisme, par exemple, de ces activités, si on a décidé de vendre le produit à l'échelle internationale, ça c'est une décision stratégique.
Et on a d'autres types de décisions qui sont avec un niveau plus bas, c'est les décisions tactiques. Donc, les décisions tactiques, on parle ici des décisions de moyen terme. Donc, le moyen terme ici, c'est entre le long terme et le court terme. Donc, c'est entre l'action quotidienne et les décisions à long terme. Donc ici, les décisions qui portent sur le choix et la gestion des moyens qui permettent d'atteindre les objectifs stratégiques. Exemple ici de décider, par exemple, le budget qu'on a besoin pour réaliser un ensemble de décisions opérationnelles. Donc, c'est parmi les décisions tactiques. Sinon, on peut parler aussi des décisions opérationnelles qui sont à court terme. Ici, donc, les entreprises sont destinées, par exemple, à piloter et à solutionner. Exemple, établir un planning d'activité quotidien. Donc, si on va établir un planning d'activité, c'est-à-dire des actions d'exécution et des actions opérationnelles, donc on parle des décisions opérationnelles. Donc, ici, en fait, la fréquence de décision et le degré d'incertitude. En effet, ce qui est plus fréquent à apparaître, c'est les décisions opérationnelles, puisque c'est quotidien et c'est à court terme, donc toujours on doit prendre des décisions opérationnelles. Par contre, les décisions stratégiques sont peu fréquentes, c'est-à-dire on peut par exemple poser un objectif stratégique qu'on va réaliser pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant une longue période. Donc, on ne va pas changer ces décisions stratégiques à court terme, c'est-à-dire ça doit être moins fréquente la position de décision stratégique. Juste une petite comparaison entre les deux. Donc, pour l'impact, l'impact, en fait, des décisions stratégiques, c'est un impact global. Il va impacter toute l'entreprise. Par contre, les décisions opérationnelles, c'est limité. Ça peut concerner une division de l'entreprise, un service de l'entreprise. Par exemple, le service RH, il a pris une décision pour résoudre un problème. C'est un peu limité. Ça ne concerne pas toute l'entreprise. Par contre, si le PDG, par exemple, il a pris une décision stratégique de changer tout le process de fabrication, tous les divisions et les constitutions de l'entreprise, ils vont considérer cette décision et ça va provoquer des changements sur toutes les divisions. La réversibilité. Donc ici, si on a pris une décision, elle est facile à être réversible si ça concerne, par exemple, une petite partie de l'entreprise. Mais si ça concerne la globalité, ce sera donc plus difficile, ça sera plus coûteuse d'être réversible. La dimension à intégrer. Donc ici, c'est peu nombreuse et ici, c'est multiple. Pour l'environnement et le temps. Donc, toujours, il y a une contrainte du côté décision opérationnelle, puisqu'on ne va pas donc considérer l'environnement externe et on va voir ça sur le champ court terme. Par contre, c'est variable pour les décisions stratégiques. Donc ici, on peut parler de l'environnement externe, on peut prévoir des changements, etc. Donc on peut faire plusieurs analyses. Donc ici, l'analyse, elle va être variable. Côté répétitivité, donc ici, il y a une forte répétition, on a dit c'est avec plus de fréquence, avec faible fréquence et faible répétition pour les décisions stratégiques. Les niveaux hiérarchiques qui peuvent être inclus dans les décisions opérationnelles. Donc, toutes les parties, on a dit, ça peut adopter des décisions opérationnelles, ce qui concerne leurs problèmes internes. Mais par contre, si on va prendre une décision stratégique, les gens qui sont concernés à prendre de la prise de décision ici, donc c'est un nombre restreint. Ça peut être le PDG, les CIO, les chefs d'équipe. Donc, le nombre limite qu'on peut inclure dans la prise de décision stratégique, il doit être limité. La nature de la décision, donc on doit exploiter le potentiel existant de l'entreprise
pour prendre des décisions opérationnelles. Ici, donc, l'exploitation du potentiel nouveau. Donc, on doit inclure des nouveaux potentiels si on va prendre des décisions stratégiques. Je reviens sur le même exemple. Si on a pris, par exemple, la décision de changer tout le processus de fabrication, c'est-à-dire on a besoin d'avoir des nouvelles machines, on a besoin de faire des updates dans les compétences de ressources humaines, parfois de former les employés, de faire des nouveaux recrutements. Donc ici, il faut essayer d'exploiter un nouveau potentiel. Pour les compétences requises, donc comme on a dit, ici c'est rigueur et convergence, ici c'est divergence et créativité. Donc il faut avoir de la créativité pour la prise des décisions stratégiques. En effet, on ne peut pas dire que on doit avoir seulement le management stratégique ou bien seulement le management opérationnel, mais en fait, ça doit être les deux en même temps. Donc, il faut avoir les deux ingrédients, mais il faut ici orienter le management opérationnel, donc il oriente à son tour le management stratégique, car les contraintes opérationnelles doivent être prises en compte par les stratèges. Donc ici, ce qui existe au sein de l'entreprise, le potentiel existant, ça doit orienter la stratégie. Et en même temps, le management stratégique, ça doit orienter le management opérationnel, c'est-à-dire le management opérationnel, il doit être aligné avec le management stratégique. Donc ici, c'est une relation entre les deux parties. Donc, par exemple, si je vais dire que je vais introduire un nouveau produit, totalement un nouveau produit. Mais il faut voir les problèmes existants, il faut voir le potentiel existant pour dire qu'on peut réaliser ou non cette décision stratégique. Parfois, on va changer la décision stratégique parce que, vu l'existant, on ne peut pas aboutir à cet objectif, on ne peut pas réaliser cet objectif. Et ainsi, donc, on aura une relation entre l'existant et un peu l'innovation. Donc, en fait, pour être dans la bonne voie, il faut créer l'équilibre entre l'exploitation, entre l'exploitation du potentiel et aussi la création de potentiel. Donc, si vous voyez ici sur cette matrice-là, c'est en fait équilibrer les efforts concis entre la création du potentiel, le versant stratégique et son exploitation. Donc, un schéma de déséquilibre, il peut entraîner la structure dans des scénarios de contre-performance nocive pour son développement, voire de vulnérabilité pouvant induire une défaillance à plus ou moins long terme. C'est ce que montre cette matrice ici. Donc, si on va analyser cette matrice case par case, donc pour la zone de défaillance probable, donc c'est la zone 4. Qu'est-ce que vous voyez ici? On n'a pas de créativité et on n'est pas en train d'exploiter le potentiel existant. Donc ici, on aura une situation pour l'entreprise qui est difficile. Donc en fait, on n'est ni utiliser les notions de management opérationnel, ni les notions de management stratégique. Donc on va se retrouver dans une situation délicate car elle manque de ressources financières pour investir. Donc ici, parfois, on peut aller même vers le désinvestissement qui va s'imposer. On va essayer en fait de négocier avec les banques, avec les fournisseurs, avec les pouvoirs publics. Peut-être on peut restaurer progressivement la position de l'entreprise. Le deuxième cas, c'est d'avoir le zone de risque à court terme. Donc ici, le risque à court terme, c'est-à-dire qu'on est en train d'exploiter au maximum le potentiel. On n'est pas en fait exploité au maximum le potentiel existant, mais on est en train de créer du potentiel. En fait, on est en train de donner des stratégies
des stratégies qui sont non réalisables par rapport à ce qui existe. On est en train de créer des nouveautés, etc. Mais la réalité des choses, c'est que on ne peut pas réaliser ça. Donc, c'est l'intention d'avoir voulu le développement rapide. On veut avoir un développement qui est très rapide. Elles ont trop investi et se sont mises en une position financière défavorable. Bien sûr, si on n'est pas en train d'exploiter l'existant, on ne peut pas augmenter la productivité, on ne peut pas avoir des retours financiers, donc on aura un déséquilibre devant la volonté du développement et du changement. Par contre, on aura une position financière défavorable. Le troisième cas, c'est la zone de performance durable. C'est la meilleure zone ici, c'est la zone 2. Donc ici, l'entreprise peut être qualifiée de durablement performante si elle a su réinvestir de façon continue, de sorte que son potentiel de développement se maintienne à un bon niveau et aussi son management opérationnel et stratégique, il lui permet d'enregistrer de bons résultats à court terme. L'entreprise, elle doit poursuivre ses efforts et rester vigilante à des menaces éventuelles externes. Donc ici, même si on se trouve à un certain moment dans une zone de performance durable, il ne faut pas croire que ça, c'est vers l'infini. Hein. Il faut penser à l'environnement externe, il faut penser qu'il peut y avoir des menaces éventuelles qui vont s'imposer sur le système et qui va changer la situation de l'entreprise. Et c'est pour cela que dans le management stratégique, on va voir par la suite dans le process, c'est de faire des analyses et aussi de faire le update. Une fois on a établi cette stratégie, on a pris les actions pour la stratégie, il faut penser à faire le reviewing, il faut faire une évaluation périodiquement, il faut faire l'évaluation pour voir encore notre situation par rapport aux menaces externes. On revient à la première zone qui est la zone de risque à moyen terme. Donc ici, on est en train d'opérer seulement le management opérationnel, mais on n'est pas en train de se développer, on n'est pas en train de chercher des nouvelles pistes et on n'est pas en train de faire l'innovation, bien le renouvellement des équipements, etc. Donc on n'est pas en train de créer le potentiel. On est en train d'utiliser seulement le management opérationnel et non pas le management stratégique. En effet, pour le court terme et le moyen terme, ici, l'entreprise, elle se tient bon. À un instant T, elle va trouver un champ, elle va se trouver dans une zone confortable, mais si on continue de la même manière, à long terme, elle va trouver des difficultés et elle peut même aller vers la zone 4 qui est la zone de défaillance. Et c'est pour cela qu'on a besoin, en fait, d'établir un processus stratégique qui est la partie suivante de notre séminaire. Donc, le processus stratégique, il se base sur 4 étapes. On a la première étape, c'est le préalable du stratégique. Donc, on doit faire une segmentation stratégique selon l'entreprise. On va voir ça comment. On peut faire aussi une diagnostic stratégique, on va chercher les points forts, les points faibles, on va analyser le milieu interne, le milieu externe pour savoir quelle stratégie on va élaborer dans la troisième étape. Et à la fin, comme on a dit, rien n'est durable, rien n'est statique, mais on a toujours un changement dynamique et on a les concurrents, on a le milieu externe, etc. Il faut ainsi penser à contrôler la stratégie d'une façon périodique afin de faire des updates. La première étape, on a dit, c'est une étape préalable au diagnostic stratégique, c'est une étape de segmentation stratégique. Donc ici, sur le marché, ça présente deux types d'entreprises. On peut trouver les entreprises qui sont avec monoactivité, c'est-à-dire elles constituent un tout homogène qui peut faire l'objet d'un diagnostic unique,
tant internes ou bien externes. Donc ici, par exemple, je vais parler d'une entreprise qui est en train de produire un seul type de produit ou bien un seul type de service. Il n'y a pas de variété ni de service ni d'activité. Donc ici, on va la considérer comme elle est, on va établir directement le diagnostic. Mais par contre, si c'est une entreprise qui présente multi-activités, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, par exemple, si on a une entreprise qui est en train de fabriquer des composants électriques, elle est en train de faire des services d'installation, elle est en train de faire des services de diagnostic ou bien des services de consulting de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle est en train aussi d'avoir d'autres produits sur le marché. Donc ça, c'est une société avec multi-activités. Donc en effet, si on veut bien maîtriser la stratégie de cette société, il faut aller dans la première étape, la subdivision de l'entreprise en DAS. C'est ce qu'on appelle le domaine d'activité stratégique. C'est-à-dire, on va chercher une façon à subdivisionner ces activités d'une manière qu'ils soient homogènes et on va considérer chaque DAS dans l'analyse stratégique. Donc, il y a plusieurs notations du management, telles que le DAS ou bien le Strategic Business Unit, le SBU. On a aussi les segments stratégiques. Donc, on peut avoir des différents types de segmentation. Donc, en effet, pour dire que cette partie, elle appartient au même segment, plutôt aux mêmes activités stratégiques. Ça peut être basé sur les clients spécifiques, c'est-à-dire si on a le même range de clients, par exemple, elle présente des produits pour les enfants. On peut avoir une variété de produits, mais les clients ici, c'est un client spécifique. Donc, pour les enfants, pour les grands, pour les adultes. Donc, on peut parler, par exemple, des médicaments, un ensemble de médicaments qui est fabriqué, mais c'est dédié pour un même client, une même range de clients. C'est-à-dire, on peut avoir un DAS qui concerne les enfants, un DAS qui concerne, par exemple, les femmes, un DAS qui concerne les hommes, ainsi de suite. Donc, selon le client, selon le marché aussi, donc on peut dire par exemple, je vais travailler avec des décisions stratégiques sur le marché local ou bien sur le marché international, ou bien je vais parler du marché du grand public ou bien du marché VIP. Donc ici, on peut avoir aussi des décisions stratégiques concernant le marché. Aussi concernant les réseaux de distribution, donc on peut parler par exemple que je vais travailler sur les ventes en ligne, je vais travailler sur par exemple la vente dans les points de vente locaux physiques. On peut aussi parler des concurrents spécifiques. Par exemple, j'ai un concurrent avec un ensemble de produits qui est fabriqué par un même qui sont les mêmes, sont fabriqués par un concurrent. Donc, je vais regrouper cet ensemble de produits dans un même DAS et on va analyser ici le marché par rapport à ce concurrent et on peut prendre des décisions stratégiques ici. On peut faire aussi la subdivision en utilisant les technologies. Par exemple, je vais utiliser une telle technologie pour la fabrication d'un nombre bien défini d'équipements, soit disant les stylos. Donc, je peux subdivisionner ici les DAS selon les stylos avec, par exemple, porte fine ou non. Donc, ça, c'est une catégorie habit ou bien porte fine. Donc, ici, c'est la technologie utilisée. Par exemple, je suis en train de fabriquer des composants à base de fibre optique. Je vais prendre cette catégorie. D'autres composants à base, par exemple, des câbles en cuivre, c'est une deuxième catégorie. C'est en fonction de la technologie qu'on a utilisée. Et aussi, on peut faire en fonction des compétences. On peut faire aussi en fonction d'une structure de coût spécifique. Donc, il y a plusieurs types de segmentation possibles. Un exemple ici d'une société qui est très connue, Nestlé. Donc, Nestlé, en fait, elle n'est pas en train de produire un seul type de produit, mais donc, il y a une variété de produits qui concernent, par exemple, des produits alimentaires, du chocolat, du glace, des parfums. Donc, on peut trouver une variété de produits qui sont produits par la société de Nestlé. Donc, ici, on ne peut pas
considérer tout ça en bloc, mais il faut avoir des DAS, des domaines d'activité. On peut prendre des décisions qui concernent, par exemple, les produits cosmétiques, des décisions qui concernent les parfums et les grandes marques, des décisions qui concernent des chocolats, des décisions qui concernent des produits alimentaires. Donc, selon le type d'activité, on va prendre des décisions stratégiques. La deuxième étape dans le process stratégique, c'est en fait le diagnostic. Donc, ce qui fait la différence entre le management opérationnel et le management stratégique, c'est la phase de diagnostic. En effet, la phase de diagnostic, c'est une phase très importante parce que c'est elle qui va influencer, comme vous voyez dans ce graphe ici, c'est elle qui va influencer le choix de la stratégie qu'on va adopter. Il ne faut pas rester donc enfermé dans un bureau et on ne connaît rien de notre environnement externe ou bien l'environnement interne et je vais dire que mon objectif d'aller vers l'international. Donc, il faut avoir une idée déjà de ce qui existe sur le milieu externe. Est-ce qu'il y a des concurrents qui ont déjà allé vers l'international? Est-ce qu'il y a des concurrents à l'échelle internationale dans les pays que je désire vendre? C'est déjà, on a ces produits-là avec des meilleurs coûts, de meilleure qualité. Il faut faire une petite analyse de l'environnement externe et à partir de cette analyse-là, on va effectuer un ensemble, donc on va présenter l'ensemble d'opportunités et de menaces existantes, donc les opportunités qui sont présentes dans le milieu externe et les menaces aussi qu'on peut avoir à partir de l'environnement externe. Par exemple, je vais dire que une opportunité que la loi du pays, elle est en train d'encourager d'avoir des startups, de lancer des startups. Par contre, une menace, c'est que il y a une grande société qui est très connue avec une grande image de marque qui est en train d'offrir le même service que sur lequel je vais travailler. Donc ici, c'est vrai qu'il y a une opportunité présente par le milieu externe qui est la loi, mais en contrepartie, il y a aussi une menace. Donc il faut considérer les deux pour prendre une décision. D'un autre volet, il faut aussi faire l'analyse interne. Donc, l'analyse interne, c'est à propos de l'entreprise elle-même. Donc, on va déterminer les forces et les faiblesses. On va, par exemple, faire l'analyse des compétences des ressources humaines, des technologies, du matériel. Donc, il y a toute une gamme sur laquelle on peut travailler pour déterminer nos forces et nos faiblesses. Par exemple, en analysant notre entreprise en interne, je vais constater que je n'ai pas d'effectif qui présente une grande compétence dans une telle technologie. Donc ça, c'est une faiblesse qui va engendrer la prise d'une décision stratégique qu'on doit faire évoluer nos compétences et on va implémenter tout un plan d'action pour améliorer les compétences de nos employés. Donc ça, c'est la phase de diagnostic stratégique. Elle se base sur deux parties, l'analyse externe et l'analyse interne. Donc ici, on va déduire des facteurs de succès à partir de l'analyse externe. Ce sont les valeurs de l'environnement et on va aussi déduire à partir de l'interne les valeurs des dirigeants. Donc, c'est nos ambitions, c'est nos missions qu'on est en train de travailler sur ces ambitions-là. Donc, ici, ce qu'on veut réaliser et par rapport à l'existant, par rapport à l'environnement externe, ça va influencer notre prise de choix stratégique et nos décisions. Donc, pour établir ce diagnostic, il y a des outils qu'on peut utiliser. La première phase, c'est la préparation. Donc, il faut fixer des objectifs. C'est qu'on veut réaliser une telle mise à jour. On veut implémenter, par exemple, un système de management stratégique. On veut implémenter une nouvelle solution de business intelligence, par exemple. Il faut définir le périmètre sur lequel on est en train de travailler. Donc, on peut faire ça sur une seule division de l'entreprise ou bien on peut le faire sur la globalité de l'entreprise. Il y a ici deux démarches à faire. Et on va collecter les données nécessaires
faire, par exemple, à travers des audits avec les gens concernés, en analysant les données de l'entreprise. Donc, ici, on va établir un état de lieu. L'état de lieu, donc, qui se base sur une étude de marché. Excusez-moi. On peut aussi avoir un recours à une audit externe en se basant sur deux outils les plus connus qui est l'analyse de Pestel, l'analyse par les 5 forces de portrait. Aussi, on peut avoir une audit interne en se basant sur la chaîne de valeur de porteur. Et ici, on va déterminer, on va faire la synthèse des facteurs clés de succès. Et aussi, on va faire la qualification des avantages concurrentiels à partir de l'analyse VRIO. Donc, après ces étapes-là, on peut faire la synthèse sur un outil qui est appelé SWOT. Donc, l'outil SWOT, il se base sur l'analyse des faiblesses et des forces et aussi des menaces et des opportunités qui sont présentes sur le marché. Donc, à la fin, on va faire des recommandations stratégiques à partir de toutes ces analyses. On va poser un plan d'action et on va faire la suivi de ce plan d'action à chaque fois en répétant ce process, en faire le update ce process, en faire la suivi des différentes données pour s'il y avait par exemple un phénomène qui s'impose et qu'on n'a pas tenu compte à l'instant T, bien sûr, il faut aller vers le changement de la stratégie et le changement de plan d'action. Donc, pour le diagnostic interne, on a dit qu'on va s'intéresser aux forces et aux faiblesses. Donc, en effet, ici, l'analyse de SWOT, c'est basé sur deux parties. On a la partie force et faiblesse, strength and weakness, c'est l'analyse interne, et les opportunités et les menaces, ou bien opportunity and threats, ce sont la partie d'audit externe, de l'analyse externe. Donc, pour le diagnostic interne, on va étudier les forces et les faiblesses, bien sûr, en faisant recours à nos ressources humaines, matérielles, immatérielles et financières. Donc, pour les ressources humaines, on va étudier les compétences en équipe, le savoir-faire, les connaissances des produits ou bien des clés. Du côté matériel, donc, c'est les équipements, les locaux, les machines, etc. Du côté immatériel, donc on peut présenter les brevets, les licences, les images de marque. Du côté financier, donc c'est notre trésorerie, c'est notre budget, la capacité de financement et les capitaux propres. Donc pour chaque ressource, on va voir quelles sont les faiblesses et les forces de notre entreprise pour arriver à la fin avec une synthèse. De l'autre côté, on va parler du diagnostic externe, donc ça va présenter les opportunités et les menaces. Ici, il faut étudier l'environnement externe de deux côtés. On peut penser au macro-environnement et au micro-environnement. Donc, pour le macro-environnement, on peut utiliser Pestel. Donc, l'outil Pestel, c'est un outil qui traduit l'analyse par rapport à la politique, c'est les décisions prises par le gouvernement, économique, les facteurs impactant le pouvoir d'achat, social-culturel, par exemple les caractéristiques sociales avec impact sur le pouvoir d'achat, technologique, c'est les nouveautés technologiques susceptibles de perturber votre marché. Du côté écologique, par exemple, les facteurs liés à l'environnement. Du côté légal, par exemple, la loi et règlements impactant le cadre légal de votre entreprise. Par exemple, je vais donner un petit exemple que on va étudier une stratégie d'implémenter un nouveau produit, mais en analysant ce produit-là, on va constater qu'il n'est pas écologique et qu'il y a une réglementation et qu'il y a des lois qui sont imposées, par exemple, par l'État de limiter la production
de ces produits-là ou bien l'utilisation d'une telle matière. Donc, on aura tout un système de ralentissement. Donc, ça va représenter une menace pour notre entreprise. Par contre, si on va poser un produit qui est écologique et que, par exemple, la loi, elle encourage à utiliser, par exemple, des systèmes de recyclage, à utiliser des produits premiers d'un tel type, etc. Donc ici, ça va présenter une opportunité pour notre entreprise. Donc, vous voyez, selon le milieu externe, qui est le macro-environnement, avec cet outil PESTEL, on peut déduire quelles sont les difficultés qu'on aura ou bien quelles sont les opportunités qu'on aura en prenant cette décision stratégique. De l'autre côté, on peut avoir aussi une étude externe, mais qui concerne le micro-environnement. Donc ici, on parle d'un outil qui est les 5 forces de portée. Donc ici, on va étudier l'intensité concurrentielle, les nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs, les produits de substitution, l'influence de l'État. Donc, par exemple, ici, l'intensité concurrentielle, est-ce qu'il y a des concurrents qui présentent le même produit? La croissance du secteur d'activité, si je vais commencer à produire, par exemple, un tel produit, est-ce que je peux avoir la continuité? Est-ce que je peux augmenter d'autres types de produits? Est-ce que je peux aller vers d'autres pistes pour élargir mon domaine d'application? Aussi, la position concurrentielle et degré de différenciation des concurrents. Donc ici, par rapport aux concurrents, donc est-ce qu'on va être différent? Et c'est quoi le degré de notre différenciation? Pour les nouveaux entrants, on peut à l'instant T dire qu'il n'y a pas, des concurrents. Mais à un certain moment, donc, il y a toujours la possibilité que, par exemple, on va voir que cette technologie, elle est en train d'étudier, cette technologie, elle est en train d'être plus connue avec les gens et qu'il y aura des nouveaux acteurs sur le marché. Donc, il faut tenir en compte ça. C'est, par exemple, il faut avoir une prévision que pendant 2 ou bien 3 ans, par exemple, il y aura des concurrents sur le marché. Varie en fonction des barrières à l'entrée du marché, différentes selon le secteur, bien sûr. Le pouvoir de négociation des clients. Donc ici, si on a un très grand nombre de clients, donc le pouvoir amoindrit. Si on a un peu de clients, donc le pouvoir, il va être croissant. Donc, ça dépend en fait du nombre de clients sur le marché. Donc, si par exemple, on est en train de produire quelque chose pour un seul client, il va, il va il va avoir un grand pouvoir sur mon marché. Donc, s'il m'abandonne, par exemple, je vais perdre. Mais par contre, si j'ai une large gamme de clients, et même s'il y a donc un client qui a abandonné l'achat à partir de nous, donc on peut trouver d'autres pistes pour continuer de travailler. Donc, ici, il faut avoir le pouvoir de négociation. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Donc, la même chose, c'est à propos des fournisseurs. Par exemple, si on est en train de travailler avec des produits ou bien des matières premières qui sont très rares, les produits rares. Donc, ici, l'influence, elle est forte. On est dépendant de ce fournisseur. Par contre, si on est en train d'utiliser des produits qui ne sont pas rares et qu'on peut l'acheter depuis X ou bien depuis Y. Donc, ici, les fournisseurs, ils ne présentent pas un grand pouvoir sur notre marché. Les produits de substitution. Donc, si par exemple, on peut trouver des produits alternatifs qui peuvent substituer notre produit, c'est-à-dire qu'il y aura des produits innovants, par exemple, qui vont remplacer mon produit. Par exemple, je dis un exemple que à un certain moment, il y avait les lecteurs MP3, la vente des lecteurs MP3. Après un certain moment, on n'utilise plus cet outil. Donc, c'est remplacé par les smartphones qui peuvent fonctionner, qui peuvent donc fournir plusieurs services simultanément.
On peut aussi étudier le micro-environnement à propos de l'influence de l'État, donc régulation de normes, légalisation, les règles mises par l'État. Donc ici, on a des choses qui sont un peu plus spécifiques à notre secteur d'activité. Donc on parle ici de micro, donc c'est restreint par rapport à notre activité. Est-ce qu'il y a donc des règlements spécifiques pour notre activité? En fait, on va faire l'analyse ici, donc on va faire la synthèse de ces deux parties du diagnostic interne et du diagnostic externe qui s'est basé sur les outils qu'on a vus et on va présenter ça sous forme d'un outil SWOT. Et même les gens qui fassent, par exemple, le portfolio de projet lors de leur premier lancement de leur projet, ils doivent présenter une analyse SWOT. Donc, cette analyse SWOT, elle va permettre de déduire est-ce qu'on aura une continuité dans cette activité, oui ou non. Donc, on va présenter l'ensemble des menaces, l'ensemble des opportunités, etc. Donc, on aura un ensemble donc de forces, de faiblesses, des menaces externes, des opportunités externes qui nous permet d'avoir une vision claire sur l'état de notre société par rapport à ses capacités internes, par rapport à son potentiel interne et par rapport aussi à l'exploitation du potentiel externe. Donc, en effet, l'analyse interne de l'organisation, elle va déterminer les forces, les faiblesses. L'analyse externe, elle va déterminer les opportunités et les menaces. Donc, ici, il faut répondre à une question. Ce que l'on sait faire, c'est ce qu'on sait faire, c'est par rapport à l'interne. Donc, ici, c'est la capacité stratégique. Par contre, par rapport à l'externe, on va répondre à la question ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, ça représente les facteurs clés de succès et on peut ici parler des actions à mener pour avoir une gestion stratégique. Un petit exemple d'une entreprise qui est très connue, c'est le Nokia. Donc Nokia, à un certain moment, c'était parmi les leaders du marché des appareils mobiles. Donc c'est dans les années 2000, dès la première apparition de versions mobiles. Donc c'était la première société qui a lancé un téléphone mobile, c'était Motorola. Après Nokia, elle avait un autre secteur d'activité qui n'était pas les appareils téléphoniques, mais elle a pris une décision stratégique pour lancer un téléphone mobile qui était le N3300. C'est le téléphone Nokia le plus vendu dans le monde à ce moment-là. Donc, Nokia, à ces années-là, elle était un leader du marché de téléphonie mobile. Mais après, elle a resté de travailler sur les performances de l'appareil. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Un appareil de téléphone Nokia, ça peut fonctionner pendant 3 jours sans le mettre en charge. Donc, il fonctionne de façon robuste, mais il était limité côté service. Donc, on peut seulement communiquer en utilisant la voix. On n'utilise pas donc l'envoi d'autres services. Par exemple, si on va envoyer des fichiers multimédia, etc. Donc, on ne peut pas avec ces types de téléphones. Par contre, dans le milieu externe, Nokia, donc, elle a resté renfermée sur l'actuel. Elle était en train de faire des études pour améliorer la robustesse et elle n'a pas travaillé sur le besoin des utilisateurs. Donc, le milieu externe ici, il a imposé que les utilisateurs avec cette mobilité, ils ont demandé l'accès à Internet, ils ont demandé d'avoir des applications temps réel, ils ont demandé d'envoyer des fichiers multimédia, ils ont demandé un téléphone qui peut prendre des photos, qui peut envoyer des photos. Donc ici, d'autres entreprises, telles que Apple par exemple, elle a fait des analyses, elle a fait des diagnostics de l'environnement macro et micro et elle a lancé un nouvel appareil qui est le iPhone 4. C'est le premier appareil smartphone qui était une révolution technologique et ainsi le monde de la téléphonie mobile, il a basculé vers d'autres
entreprise et Nokia, elle était un peu abandonnée par les utilisateurs. On est en train de chercher d'autres services maintenant. Et jusqu'à maintenant, donc, on n'utilise pas, donc, on s'oriente pas, en fait, vers Nokia. On s'oriente vers Apple, on s'oriente vers Samsung, vers Huawei, qui, eux aussi, ils ont bénéficié de ces technologies. Ils ont fait l'analyse externe, ils ont obéi aux utilisateurs pour approfondir et pour présenter. Ils ont pris donc des décisions stratégiques pour présenter des nouveaux produits afin donc d'être parmi les concurrents sur le marché. Et ben donc Nokia, elle a perdu le marché de téléphonie mobile. Donc ici, il y a une citation qu'il a dit, Peter Drucker, c'est un leader de management stratégique. Donc il a dit qu'il n'a rien de plus inutile que de faire efficacement ce qui ne devrait pas être fait du tout. En d'autres termes, il est plus important en fait d'orienter nos efforts ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, c'est-à-dire par rapport à l'analyse externe et interne, par rapport à la demande des utilisateurs, par rapport aux concurrents, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, par rapport aux lois, par rapport aux technologies, etc., plutôt que simplement d'accomplir efficacement des tâches sans valeur stratégique. Donc, c'est mieux que d'être renfermé sur une toute petite secteur d'activité et de vouloir être très efficace dans ce secteur-là et de travailler avec des tâches efficaces. Donc, en fait, il ne faut pas orienter les efforts sur seulement l'efficacité, mais il faut orienter les efforts par rapport à ce qui est demandé d'être fait, même si on ne les fait pas trop efficacement en fait. Donc ici, Nokia, elle a eu des chutes de ventes entre 2007 et 2013. Par contre, pendant les années 2000, c'était donc la période d'or pour Nokia. Et là, il y a donc un téléphone qui est le N1100. Et jusqu'à maintenant, c'était l'appareil le plus vendu dans le monde. Donc, il y avait un grand nombre d'utilisateurs de cet appareil. Mais après, les utilisateurs, ils ont lâché ce produit-là devant d'autres choix qui sont plus adéquats à leurs besoins. Voilà, donc ça c'est la phase de diagnostic. On va passer à la phase d'élaboration. Donc ici, la phase d'élaboration, elle se base sur des vocabulaires stratégiques tels que la mission. Donc la mission ici, ça représente que sommes-nous, quelle est notre affaire, que devrait-elle être, dans quelle activité nous situons-nous, que voulons-nous être. Donc c'est un peu la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est une question générale qu'on doit y répondre. Après, on va répondre à d'autres questions pour déterminer nos visions ou bien nos attentions stratégiques. C'est l'état futur souhaité pour l'organisation, c'est l'aspiration de l'organisation, la projection de l'avenir. Donc ici, la vision, elle répond généralement à la question que voulons-nous atteindre? Qu'est-ce qu'on veut être? Donc, la mission, c'est qu'est-ce qu'on veut être et ici, c'est quoi l'objectif principal qu'on veut atteindre? C'est notre vision. Donc, par exemple, ici, on peut dire que on veut atteindre 400 milliards de dollars comme un chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est parmi les visions possibles. Mais pour la mission, ça doit être, par exemple, on veut être un leader dans un tel domaine, par exemple dans le domaine de réseau mobile, par exemple. Donc, pour définir la mission et la vision et les objectifs, il faut répondre à ces types de questions qui est pourquoi, quoi et comment. Pourquoi exister, c'est la mission. Quoi faire, c'est-à-dire c'est nos objectifs et les buts qu'on veut atteindre et comment on va faire ça, c'est en fait la mise en œuvre d'une politique de stratégie. Donc ici, en fait, la politique de stratégie ou bien le plan d'action qu'on va imposer, ça doit être aligné avec notre mission et ça doit être aussi aligné avec les objectifs et les buts.
Pourquoi il y a la nécessité d'un pilotage, pourquoi donc on demande la nécessité d'un pilotage global? Donc en effet, la stratégie qu'on va imposer théoriquement, donc on va dire que je vais utiliser cette stratégie. Donc réellement, en fait, avec les circonstances réelles, cette stratégie, une partie de la stratégie, elle ne sera pas réalisée et en plus, il y aura des stratégies émergentes dues à des événements qui ne sont pas prévus et il faut répondre donc à ces événements-là et on aura à la fin une stratégie réalisée qui n'est pas tout le temps la même stratégie qu'on a imposée au départ. Et ici, il y aura un déphasage entre la stratégie que a posé les grands managers et la stratégie qui était réalisée. Et ainsi, donc, on va tomber sur le problème qu'on est en train de chercher la cause. Pourquoi le manager il a demandé ça, mais lorsqu'on a appliqué le plan de stratégie, on n'a pas arrivé à la stratégie demandée. Et c'est pour cela qu'il faut avoir un système de pilotage global qui va veiller à la réalisation de la stratégie intentionnelle. Donc ça, c'est la nécessité d'un pilotage global. Donc, en effet, les objectifs stratégiques qui sont imposés après les étapes de l'élaboration de la stratégie, pour la réalisation, il y a une statistique qui dit que moins de 10% des stratégies sont efficacement formulées, ils sont efficacement mises en œuvre. Donc, il y a seulement 10% de ces stratégies qui sont bien formulées, mais qui ne seront pas réalisées. Donc, je reviens sur une deuxième citation de M. Peter Drucker. Il dit que you can't manage what you don't measure and you can't improve what you don't manage plutôt. Donc ici, on voit la liaison entre la nécessité d'une politique de management stratégique. C'est en fait qu'on doit avoir quelque chose à manager, mais aussi il faut avoir un système de mesure. Il faut veiller à la réalisation de cette stratégie. Il faut veiller, est-ce que cette stratégie elle est dans la bonne voie? Est-ce qu'on est en train d'appliquer la stratégie? Est-ce qu'on est en train de réaliser la stratégie? Et on peut même dire, par exemple, qu'on est à 20%, qu'on est à 30%. C'est-à-dire qu'on peut chiffrer la réalisation de la stratégie. Et c'est ici que vient l'idée globale du tableau de bord d'entreprise. Donc, c'est en fait l'idée globale, c'est que on a besoin d'un tableau de bord pour piloter ce système de management stratégique d'une façon plus simple à comprendre. Donc, pour comprendre c'est quoi le problème ici, on a généralement dans les entreprises, on présente 4 problèmes selon le niveau de conscience par rapport aux notions de management stratégique. Donc, on peut catégoriser les problèmes en 4 problèmes. Par exemple, le manque de planification stratégique globale. C'est-à-dire, on n'a pas d'une stratégie globale. On n'est pas en train de poser des stratégies. Donc, on va faire ça un à un. Donc, les organisations qui ne se concentrent uniquement sur les données financières, c'est-à-dire dans leur plan de stratégie, tu vas trouver seulement des choses qui sont liées aux données financières. Par exemple, on désire aboutir un chiffre d'affaires tel. On désire vendre une telle quantité de produits. Donc, il n'y a que des données financières. Il n'y a pas d'autres aspects qui sont pris en compte dans le plan global. Donc, ici, ce qu'on va rencontrer, en fait, c'est que ça va être l'adaptabilité, elle est réduite, les performances globales diminuées, les compétitivités sont en baisse. Donc, on est toujours en confusion. On ne peut pas savoir quel est l'objectif qu'on est en train de chercher à atteindre. On a seulement des objectifs financiers. Par contre, on n'a pas de visibilité, on n'a pas de clarté
pour le reste donc du plan d'action. La deuxième catégorie, on peut avoir donc des objectifs stratégiques clairs, on peut avoir un niveau de conscience qui est plus haut ici, donc on a en fait des objectifs stratégiques, mais on manque des indicateurs pour mesurer le progrès. Donc, c'est vrai que j'ai donné cette notion de stratégie. Par exemple, je vais dire, mon stratégie, c'est d'avoir la satisfaction client, d'atteindre la satisfaction client. Mais comment je vais voir tout au long de la réalisation, est-ce que j'ai abouti ou bien non? Est-ce que la performance, elle est proche de mon objectif ou bien non? Donc ici, il y a un problème. Le troisième problème, c'est que on peut disposer en fait d'une stratégie et on dispose des indicateurs, mais il n'y a pas de correspondance entre les indicateurs et de la stratégie globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un alignement entre les indicateurs de performance qu'on a dit et la stratégie globale. Par exemple, je vais dire que un indicateur de performance, c'est que si par exemple j'ai en fait une telle valeur, donc je suis en train de suivre les ventes, donc j'ai des ventes, j'ai des valeurs, j'ai des chiffres, j'ai en fait un dashboard qui est établi. Et mon objectif, en fait, c'est qu'on va aller vers l'international, vers la vente internationale. Donc ici, ce que j'ai donné comme KPI ou bien comme un indicateur de performance, il ne correspond pas aux mesures de l'objectif stratégique. On ne peut pas déduire une décision à partir d'un tableau de bord qui est très complexe, il est rempli de données, il y a des indicateurs, mais on ne peut pas déduire une décision. Donc ça, c'est la troisième catégorie de problèmes. On peut aussi trouver quatrième problème, c'est qu'on peut trouver les indicateurs, on peut trouver les objectifs stratégiques, mais on a une gap entre la stratégie globale de notre CIO, de notre manager, et les stratégies qui sont suivies par les divisions. Donc, chaque division, il va poser son propre indicateur de performance, il va proposer son propre dashboard. Donc, ici, le CIO, c'est vrai qu'il a une stratégie, qu'il a noté une stratégie globale, mais il va voir les différents tableaux de bord à partir des différentes divisions et encore, il ne peut pas prendre une décision par rapport à ce qui existe dans chaque division. Donc, c'est quoi la solution? En fait, on a dit que on a une partie de management. On a fait l'analyse, on a déterminé, on a fait l'analyse de SWOT, on a déterminé la mission, on a fait les différentes étapes pour établir une stratégie. Et de l'autre côté, on a adopté des solutions de business intelligence qui se basent sur l'analyse de données, le data mining, le big data, l'intelligence artificielle, et on a tout. Donc, on a les compétences technologiques. Le fait de relier ces deux parties-là, c'est en fait d'aller de la stratégie vers l'exécution, d'aller de la partie stratégie théorique vers l'exécution et en plus la suivi de l'évolution de cette stratégie. Donc, en effet, pour bridger ce gap-là, c'est le bridging gap between Performance Management System, qui est le PMS ou bien le management stratégique, et le Business Intelligence, qui sont les solutions de l'intelligence des différentes entreprises. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme un outil? Et en fait, c'est notre objectif de ce séminaire, c'est le Balanced Scorecard. Donc, pour arriver à lier ces deux parties-là, on peut aller vers le Balanced Scorecard. Donc, la solution proposée, elle vise en fait à aligner le système de gestion de la performance, PMS, avec la solution de Business Intelligence, BI, pour faciliter ainsi ce qui est donc maintenant connu dans tout le monde, c'est la révolution technologique, et on parle de data-driven, on parle de la prise de décision et de l'efficacité globale de l'entreprise. Donc, pour arriver à ça, il faut aligner les deux. Et ça, c'est à travers notre Balanced Scorecard. Donc, le Balanced Scorecard, c'est l'outil qu'on peut utiliser
et qui était proposé par des leaders dans le monde de management pour éliminer cette gap entre la stratégie et la réalisation et les mesures. Donc, c'est quoi la définition de Balance Scorecard? Donc, le Balance Scorecard, il était introduit par Robert Kaplan, qui est un professeur dans l'université de Harvard, et aussi par le consultant PDG de Norton Institute. Donc, ils ont introduit, donc ici, Norton et Kaplan, ils ont introduit cette notion de Balance Scorecard qui était en fait au départ, elle était dédiée pour résoudre un problème de mesure. C'était juste pour avoir un dashboard. Mais après, ils ont conçu que cet outil-là, il ne résout seulement pas le problème de mesure, mais il va vers une nouvelle stratégie, une nouvelle tendance de management stratégique. Donc, on va présenter cet outil. Il est conçu par Robin Kaplan et David Norton. Il s'agit d'un tableau de bord stratégique dont l'objectif est de prendre en compte l'ensemble des dimensions concourant à la performance au-delà des simples mesures financières. En fait, le Balance Scorecard, c'est un véritable système de management intégré de la stratégie. L'objectif principal, c'est l'alignement de l'organisation, c'est d'avoir donc des mesures de performance. En fait aussi, il permet, puisqu'on va concevoir un dashboard, donc ça permet la communication et le passage de l'information à partir de CAO vers les diffusions. Ça permet aussi de mesurer la performance et ça permet de faire la gestion de la performance stratégique. Donc, le Balance Scorecard, il va nous permettre, à partir de missions, des valeurs, des visions, de définir la stratégie et de concevoir un tableau de bord qui va répondre à nos objectifs stratégiques. Il est aligné à nos objectifs stratégiques. Et à partir de ce tableau de bord, on peut définir les objectifs, les indicateurs, les cibles et les moyens qu'on va utiliser pour réaliser ces objectifs stratégiques. C'est-à-dire, on peut aller vers l'action. On va donner des initiatives suite à l'analyse avec le Balance Scorecard. Donc ici, on peut définir les budgets, on peut définir les personnels qui vont être intégrés dans ce projet afin d'atteindre à des bailleurs de fonds satisfaits, des clients satisfaits, des process efficaces et efficients et main-d'œuvre qui est motivée et compétente. Donc en effet, le résultat, il n'est pas seulement lié aux données financières, c'était le management stratégique ancien modèle. Le management stratégique nouveau modèle, on s'intéresse à d'autres parties de l'écosystème qui sont par exemple les bailleurs de fonds, les clients, notre main-d'œuvre, le process interne. Donc, on a 4 dimensions dans le Balance Scorecard qui est le finance, le process interne, l'apprentissage et le développement et les clients. Donc, notre Balance Scorecard, elle doit représenter pour chaque dimension, elle doit représenter un ensemble d'objectifs, un ensemble d'indicateurs, un ensemble de cibles et un ensemble d'initiatives qu'on va prendre. Juste, je vais aller rapidement sur ces dimensions, puisque c'est presque la fin de notre séminaire. Donc, le côté finance, donc ici, dans le tableau de bord, on va présenter nos objectifs financiers, on va présenter aussi nos objectifs qui concernent le client. Par exemple, je vais dire que je vais augmenter le nombre de clients, je vais travailler sur la satisfaction client, je vais maintenir mes anciens clients. Donc, on va présenter nos objectifs stratégiques qui concernent la dimension client. Par rapport au processus interne, donc aussi, on peut introduire des nouveaux produits, on peut changer une chaîne de production. Donc, ça, c'est le process interne de l'entreprise. Du côté innovation et apprentissage, par exemple, on peut proposer des formations pour nos employés. On peut dire qu'on va aller, par exemple, aux ventes en ligne. Il faut adopter des nouvelles technologies, c'est-à-dire
qu'il faut avoir du matériel, par exemple informatique. On va voir donc quels sont nos objectifs qui concernent l'innovation et l'apprentissage. De telle sorte, notre vision et notre stratégie, elle va obéir à un ensemble de questions qui concernent chaque perspective. Donc ici, par exemple, quels processus pouvons créer de la valeur pour nos clients à partir du gain financier? Quels devons-nous maîtriser comme processus interne pour atteindre ce gain financier? Comment le client nous regarde-t-il? La satisfaction, nous, les besoins des clients. Donc, est-ce qu'on a besoin de satisfaction client pour aboutir à ces gains financiers? Et aussi, donc, cet objectif qui concerne le client, on va le relier par rapport à d'autres perspectives, telles que les perspectives apprentissage et croissance. C'est-à-dire, comment servirons-nous les clients dans le futur? Si on veut garantir la satisfaction client, on peut par exemple intégrer d'autres types de technologies qu'on va utiliser pour servir en futur les clients et maintenir la satisfaction. On peut aussi créer la liaison entre l'apprentissage et le process interne. Comment continuons-nous à améliorer et à créer de la valeur? Comment on peut agir sur le process interne? Par exemple, adopter des nouvelles machines, adopter des nouveaux recrutements pour renforcer les compétences ou bien même former l'existant. Donc ici, on peut améliorer notre process interne à partir des objectifs d'apprentissage. Donc, comme vous voyez, c'est un peu aligné. Donc, toutes les dimensions, ils vont être alignés avec les objectifs stratégiques. Et bien sûr, dans chaque dimension, on va noter les objectifs, les mesures, les cibles et les initiatives. Donc, les cibles, c'est-à-dire les KPI. Je vais dire que je vais aller vers un chiffre d'affaires tel et tel. Donc, le cible, par exemple, c'est 2000 dollars, 2 millions de dollars, par exemple. Donc, ça, c'est un cible. C'est le KPI à partir duquel on va dire est-ce qu'on est arrivé à notre objectif, est-ce qu'on est à moitié chemin ou non. La satisfaction client aussi. Donc, je peux avoir un KPI qui va mesurer la satisfaction client. Par exemple, je vais donner des formulaires et on va compter le nombre de clients qui est satisfait, le nombre de clients qui nous a quittés, donc pour avoir une vision sur la satisfaction client. Donc, comme on a dit, pour chaque perspective, on va donner les objectifs, les indicateurs, les valeurs cibles et les initiatives qu'on doit prendre. Donc, ça, c'est la définition de chacune. Ça, c'est un petit exemple, c'est qu'on peut créer de la croissance